Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Moi j'ai besoin de renfort avant d'affronter Laurent Huberton et sa guérilla 3. Nicolas Vidal, vous êtes avec nous. Ben oui, chers amis amiches de la ligne droite de Radio Courtoisie, parce que maintenant je deviens un ami, chers amis. Voilà, plus de carburant, plus d'électricité. Bah oui. Mais je serai là, bien entendu, pour vous seconder, ma chère Clémence, Tant qu'on a face les à ondes. ce redoutable et saignant Laurent Huberton. Et oui, Voilà. tout à fait. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média. Allez, on se tourne tous les deux vers notre invité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Faut-il le présenter, Laurent Huberton, à nos auditeurs? Je ne crois pas, puisque vous êtes sûrement le chouchou, le favori de tous nos auditeurs. Et vous revenez enfin avec le Guérilla 3. Il a fallu du temps pour qu'il sorte ce Guérilla 3. Il est sorti quand, le 2? Alors le premier en 2016, le 2 en 2019, Ouais, et c'est ça. lui 3 ans après aussi. C'était 3 ans. 3 ans. Mm. C'est trilogie, c'est pratique. Ouais. Alors, vous nous aviez laissé avec le 2 dans le chaos, mais un chaos, comme je vous le disais hors antenne, un chaos qui laissait percer, je trouve, une espérance, un espoir, l'espoir qu'on puisse retrouver autre chose et peut-être changer d'ordre. Et finalement, là, l'ordre revient. Après, encore, il faut toujours un petit peu de chaos quand même. Après 27 jours de blackout total où il n'y a plus d'énergie, plus rien et plus d'ordre, évidemment. L'ordre, entre guillemets, est rétabli, mais finalement, c'est pire que tout. Et c'est bien ça qui est inquiétant dans ce troisième tome, surtout que si c'est la fin d'une trilogie, et que, disons-le tout de suite, plus on avance dans le temps, plus le scénario plus notre réalité se rapproche de vos livres en plus. Oui, en fait c'est ça, c'est très préoccupant parce que ça se chevauche même quasiment. C'est très difficile d'anticiper ce qui se passe. Oui, parce que là vous êtes rattrapé, vous êtes même débordé. J'ai l'impression d'être débordé tous les jours. À chaque fois que je boucle le livre et que j'attends la sortie, il se passe, on a Bruno Le Maire avec ses cols roulés, etc. Et on se dit c'est déjà consommé. En fait, l'effondrement, il a déjà eu lieu. Oui, moi, je suis pas du tout Jean Raspail à 30 ans d'écart. C'est plutôt nos contemporains qui sont dans leur réalité parallèle et on essaie de les secouer pour leur montrer ce qui se passe là sous leurs yeux. Donc c'est pas vraiment un roman pour moi. Oui, mais ça on va y revenir d'ailleurs. Nicolas Vidal. Alors oui, j'ai lu bien entendu ce Guérilla 3, bien entendu, toujours intéressant de dire Laurent Huberton là-dessus. Laurent Huberton, moi quelque chose qui m'a frappé dans le livre, parce que vous avez mis quand même une petite touche de contrôle social, beaucoup de QR codes, beaucoup de choses comme ça. Oui. Donc vous et Laurent Huberton, avouez-le-nous, vous êtes inspiré de la crise sanitaire. Contrôle non, on est hygiéniste. d'accord avec vos QR codes là, ça revient en permanence. Ah bah c'est-à-dire c'est assez facile pendant la rédaction, forcément on est un petit peu imprégné de l'ambiance et quand on voit ça on essaie en fait j'essayais de toujours pousser le curseur un petit peu plus loin et j'ai pas eu à pousser beaucoup finalement parce que c'était tout ce que je décris là est déjà existant, le contrôle social, les citoyens terrorisés dans leur bulle morale qui refusent toujours de voir le réel, la politique qui parle, qui fait des phrases et c'est tout, les médias qui conditionnent toujours la population à bien penser et à ne pas dévier. Très intéressant, je voudrais faire une parenthèse sur les médias parce que je me suis fait la même réflexion sur la réalité aujourd'hui. On va nous parler de pénurie énergétique, on en parle également dans votre livre. La pénurie énergétique, on ne peut plus rien consommer, mais il y a une chose qui continue de fonctionner très bien à chaque fois, c'est la télé. La propagande, en fait. Alors, c'est exactement dans Guérilla, c'est la priorité. C'est-à-dire que vraiment, s'il reste un petit peu d'électricité, ça doit aller dans vos écrans pour continuer à recevoir la bonne parole. Et il se passe la même chose ici aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable. On nous dit baisser, alors on va baisser les piscines municipales, les stades de sport, mettez un col roulé, etc. En revanche, on n'a pas vu un écran télévisé qui t'inquiétait. On ferait de très belles économies d'énergie en débranchant le service public, la tour de France Télévisions et Radio France, je pense. Malheureusement, à mon avis, c'est pas du tout à l'étude. Oui, c'est ça, ou en diminuant le nombre d'écrans, puisque tout le monde, on sait qu'il y a une moyenne de 5 écrans par foyer. Ah oui, mais ça, visiblement, c'est quelque chose qu'on veut garder, et on est tellement proche, là encore, de votre livre, en effet, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes vraiment rattrapé par une réalité qui nous dépasse tous aujourd'hui. Oui, et moi, quand ce scénario me dit toujours, mais quand est-ce qu'il peut arriver ? Quand ? À quel moment ? Et en 2016, il n'y avait pas vraiment comme ça autant de l'alignement d'autant de facteurs. Et là, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître qu'on a la pénurie, on a la guerre, on a tout à la fois. Et cette crise énergétique et toujours nos gouvernants qui semblent de moins en moins aptes à faire face à quoi que ce soit. Donc, c'est très, très préoccupant.
Oui, alors Laurent Berton, c'est une discussion que nous avons déjà eue et c'était toujours intéressant parce qu'une nouvelle fois, on a parlé des médias, bien entendu, et je noterai aussi qu'en Suisse, c'était le même cas, tout sera coupé sauf la télé et la radio pour informer les gens. Vous savez, c'est toujours la même chose. Mais ce qui revient dans le livre-là et ce qui est, à mon avis, une structure de fond chez vous et dans nos réflexions aussi communes, c'est cette soumission de la population permanente Eh oui. à un chaos qui arrive. Et finalement, on se rend compte, et vous l'écrivez dans Guérilla 1, et surtout là, on le voit très très bien, on le vit. C'est ça qui est passionnant et terrible à la fois, c'est de le vivre et de le lire. Finalement, quelle est la part de la soumission de la population dans un état de fait jusqu'au chaos, et est-ce que, bien entendu, le chaos pourra à un moment donné réveiller toute une batterie de ce que j'appelle les autruches et les types digestifs quant à une situation qui va devenir de plus en plus incontrôlable. Moi, j'ai toujours dit ça dans tous mes livres, c'est-à-dire que le grand coupable, si vous le cherchez, regardez dans la glace, parce que s'il y a cet état, ces politiciens, ces médias, c'est parce que nous avons cédé, nous avons accepté cette situation, on accepte de voir ce qu'on voit, de subir l'actualité, le conditionnement dès le plus jeune âge, les décisions de justice aberrantes, on participe de cette course à la morale supérieure. On a des gens aujourd'hui qui sont quand même victimes d'agressions extrêmement graves et qui vont tout de suite réciter le bréviaire antiraciste pour absoudre leur âme et surtout laver les coupables de leurs méfaits. Pour se faire pardonner d'avoir été agressé. Exactement, oui, voilà, d'avoir dérangé, d'avoir contrevenu au très bien vivre ensemble, en ayant le très mauvais goût d'en être victime. Donc, quand on voit tout ça, on se dit, forcément, le citoyen lui-même, sa responsabilité est immense parce qu'il attend, il subit, il sait qu'il est archidépendant et il ne fait absolument rien pour tenter d'inverser la tendance. Même si, évidemment, l'histoire est une machine qui semble nous dépasser, mais l'histoire, elle est faite par des hommes et ce sont toujours une poignée d'hommes déterminés qui vont la faire. Mais c'est bien là où je trouve que votre livre, Guérilla 3, donc, qui est quand même le troisième volet de votre triptyque, est particulièrement négatif, parce qu'autant dans le 2, moi j'ai vraiment aimé le 2 parce que on trouve des âmes fortes qui se retrouvent. D'ailleurs, à chaque fois on voit aussi ce leitmotiv des gens qui se retrouvent finalement, qui s'étaient peut-être perdus dans la surconsommation, dans les écrans, dans la vie, dans le quotidien, on va dire, et qui au bout, en général, si vous dites aussi au bout de 10 jours d'un régime sec, de coupure d'écran et tout ça, il se retrouve peut-être avec lui-même, avec son corps et avec son animalité, d'une certaine façon. Et ça, on le sentait très bien dans le 2, on le sent également dans le 3, sauf que dans le 3, eh bien, la population, à un moment donné, il y a quand même quelques héros qui reprennent les choses en main, mais après, les choses reviennent dans le cours des choses, c'est-à-dire l'habitus, le conditionnement revient à la toute fin. Une forme de lâcheté. Ce livre, moi, je le vois un petit peu comme une stratégie du coup de fouet, c'est-à-dire j'essaie je donne un énorme coup de fouet au lecteur. Et alors, le coup de fouet, ça dépend des personnes, en fait. C'est-à-dire, si on est esclave, on continue à porter sa charge et il se passe rien. Peut-être même que certains vont aimer ça, d'ailleurs. Et normalement, le citoyen constitué doit avoir une réaction. Et je constate que mes lecteurs n'ont souvent pas la même vision que moi. Moi, un tel livre, ça me ferait plutôt, ça me rendrait combatif, ça m'énerverait, ça m'enthousiasmerait. Voilà. Oui, alors mais c'est pas enthousiasmant, on y voit plutôt quand même, on se dit vraiment. Ah oui, mais en fait, vous voyez ça comme un coup de fouet, donc il faut se réveiller, donc c'est pour qu'on n'arrive pas à ce schéma-là. Oui, exactement, c'est pour conjurer cette réalité. Mais alors, encore une fois, c'est vraiment une disposition d'esprit. C'est la fameuse métaphore des deux gamins qui jouent dans l'eau et qui sont écrabouillés par une vague et qui se retrouvent en vrac sur la plage. Et il y en a un des deux qui se relève et qui va appeler sa mère, et l'autre qui va se relever et qui va éclater de rire. Et c'est exactement ça, c'est un défi, c'est sûr, on est face à une épreuve peut-être sans précédent. Et justement, plus l'épreuve est grande, plus on a une chance, nous, de s'accomplir en y faisant face et en se révélant et en devenant et en commençant enfin à prendre notre destin en main et à exister. Oui, donc finalement, c'est pas un livre autoréalisateur, dans le sens où l'idée n'est pas de ressembler à vos héros qui finissent par se suicider quand même pour certains à la fin du livre. Pardon de révéler certaines choses. mais de montrer ce qu'il ne faut pas faire d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est vraiment un exercice de conjuration et en soulignant ces travers, j'espère que le lecteur va se dire: c'est vrai, moi aussi, à un moment, j'ai été là, pas qu'à un moment, sûrement, on l'est un peu tous les jours. Je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus, j'aurais pu répondre ça, j'aurais pu, à ce moment-là, j'ai manqué de cran. Et ce sont toutes ces mille et une lâchetés du quotidien mises bout à bout qui nous donnent un scénario apocalyptique comme ça.
Alors, Laurent Berton, là-dessus, première question, est-ce que le chaos va en mettre enfin fin à Monsieur Moyen? Est-ce que Monsieur Moyen va mourir dans le chaos? Première question. Et ensuite, deuxième question, les vigilants, j'ai beaucoup aimé parce que les vigilants, si je ne m'abuse, c'est, je crois, une milice citoyenne. C'est ça. Oui. À un moment donné, il y a une histoire de milice citoyenne. Donc deuxième question, c'est comment vous expliquez et comment vous mettez en scène finalement qu'une partie de la population, d'ailleurs on l'a vu aussi pendant le Covid, concrètement, une partie de la population va se mettre au service d'un pouvoir totalitaire, voire une junte, pour servir ses intérêts. Est-ce que c'est de la soumission? Est-ce que c'est de la collaboration? Est-ce que voilà, c'est ces deux questions sur Monsieur Moyen et les vigilants. Alors déjà, Monsieur Moyen, donc le mouton, lui, alors ça va mal se passer parce que... En général, il meurt assez vite au début des livres de Laurent Berton. Il a une espérance de vie de type bande d'arrêt d'urgence d'autoroute. Donc à 18 degrés, il est pas bien déjà, Monsieur Moyen. Et donc, en fait, il vit dans un réseau de dépendance qui est hallucinant. Enfin, il ne sait pas comment marchent les appareils dont sa vie dépend. Il ne sait pas l'approvisionnement, l'énergie, tout ça le déborde complètement. Et si les lumières s'éteignent, s'il n'y a plus l'écran pour lui dire ce qu'il faut faire, Darmanin pour donner des consignes sanitaires, il est perdu. Et vraiment, il va pas être bien. Ce troupeau énorme a besoin de chiens de berger. Et là, on fait intervenir les vigilants, ceux qui vont se dire, mais si moi je suis de type un peu agressif avec mes congénères et si j'aboie dessus quand ils dévient, je peux accroître un petit peu ma morne existence, me faire un petit peu une sorte d'apôtre de la bien-pensance et donc de ramener tout ce troupeau à la raison. Et c'est ce sont un petit peu les suppôts du conditionnement des médias, ceux qui répercutent les discours. Ils ont l'impression d'être rebelles. On en trouve énormément dans les sciences sociales, dans nos facultés, mais ils ne font qu'appuyer le discours dominant, ce schéma de terreur sociale, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. On n'ose plus dévier, parler des sujets qui fâchent, et tout ce troupeau peut marcher tranquillement à la falaise sans risque de faire de vagues. Et donc ces chiens de berger sont essentiels. Je me permets, pardon, mais c'est aussi les idiots utiles aussi de ce pouvoir, de quel que soit le pouvoir. De la junte que vous décrivez dans Guérilla 3, c'est les idiots utiles de ce pouvoir-là qui permet finalement par capillarité d'avoir sur le terrain des relais autoritaires, des petits miliciens pour faire respecter un ordre aussi établi soit-il, non ? Ah, exactement, et dans toutes les structures qui comptent, universitaires, médiatiques, ces gens-là, ce petit noyau militant, exercent une terreur sourde qui fait que ceux qui n'ont pas envie d'ennui, de perdre leur situation, leur place, d'être désignés, montrés du doigt, vont surtout avoir tendance à suivre, en tout cas pas professer des opinions déviantes. Donc c'est essentiel, c'est pour ça que le pouvoir, je pense, consacre pas mal de son argent à la vie de ses étudiants qui ne servent absolument à rien. Enfin, il y a beaucoup trop d'étudiants dans ce pays. C'est pas une question de débouché ou quoi que ce soit, mais bien plus une question de contrôle social. Mais là, on revient dans la réalité, mais si on revient dans votre livre, je parlerai pas forcément, Nicolas Vidal, d'idiot utile, mais plutôt d'un instinct de survie. Encore une fois, dans un chaos où chacun trouve son chemin, un chemin très différent pour assurer sa propre survie, et certains vont décider de vendre leur âme au pouvoir dans le cas du livre, d'autres vont prendre d'autres chemins, peut-être plus en adéquation avec leurs valeurs, pour ceux qui en ont. Mais voilà, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit à chaque fois des caractères très très différents s'orienter différemment dans une crise. Et c'est vrai que, d'ailleurs, une chose que j'ai oublié de dire aux auditeurs, Guérilla, moi, ça m'avait énormément marqué, le premier déjà. Le 2, évidemment. Le 3 se rapproche de plus en plus de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, lisez Guérilla pour savoir ce qui risque de nous arriver très bientôt. C'est-à-dire que votre voisin ne sera peut-être pas pareil le jour où il y aura une crise alimentaire, énergétique, etc. Et quand on a lu ça, et puis le San Giorgio qu'on a reçu ensemble, Nicolas Vidal, on est prêt, je pense. On est prêt parce qu'on est prêt aux changements de comportement radicaux au moment d'une crise. En fait, c'est ça aussi. Il y a vraiment la survie de chacun qui se met en place différemment. Je suis tout à fait d'accord, cette notion d'instinct de survie, et même donc, quand on a par exemple une jeune femme à Nantes qui est violée par 3 migrants soudanais, son réflexe primordial va être de dire pas d'amalgame. Ce n'est pas leur faute, etc. C'est le patriarcat qui vient du fond des âges. Bref, elle fait ça parce que son identité dans son groupe social
l'amalgame importante, est plus, finalement. voilà, Oui. l'amalgame est plus grave que de subir ce qu'elle a subi. Non, c'est comme ça. Donc, si elle veut survivre, si elle veut garder sa place, sa considération, ses amis, ses perspectives de carrière, etc., elle dit ça. Je sais pas si elle le pense vraiment, mais c'est ce qu'il convient de faire. Et quelque part, moralement, elle s'en sort. Avec, elle restaure en quelque sorte son schéma mental, son image, voilà ce qui elle lui veut est rester arrivé. dans la meute en fait. Oui, exactement. On a encore plus peur d'être exclu, excommunié. Ça, c'est toujours la terreur d'animal domestique, c'est l'abandon, parce qu'un animal domestique seul, il meurt. Et donc, on veut surtout ne pas perdre notre place dans ce joli troupeau. Nicolas Vidal. Alors oui, c'est vrai que c'est des questions extrêmement intéressantes. Il y a aussi une question qui me semble aussi intéressante, forcément. Dans quel état aujourd'hui? Parce que c'est difficile, Laurent Berton, de parler du livre et de pas parler de ce qui se passe aujourd'hui et vice versa. Vous voyez, c'est compliqué là. Je suis un peu embêté aux entournures. Non, je plaisante, bien entendu. Aujourd'hui, la question. Revenons un peu dans la réalité. Toujours avec en toile de fond votre livre. Moi, j'aime bien parce que vous parlez de l'immeuble du pouvoir. L'immeuble du pouvoir revient en permanence dans ce livre-là. C'est intéressant, c'est une incarnation politique de politique autoritaire. Finalement, aujourd'hui, retour à la réalité, dans quel état est l'immeuble de notre pouvoir ou du pouvoir français actuel contemporain? Ah bah, c'est vrai que donc c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est pas exactement dans un immeuble, mais c'est une allégorie, c'est une case d'individus qui sont entre eux et qui réfléchissent exclusivement à la manière dont ils vont communiquer sur les événements plutôt qu'essayer de les anticiper, de les contrecarrer, d'avoir un pouvoir sur eux. C'est ça aujourd'hui la politique, on a des gens qui sont formés exclusivement pour parler, pour commenter, pour dire oui c'est une catastrophe, mais on va mettre des cols roulés, on va mettre des sèche-linges et en fait on ne peut faire que ça parce qu'on a perdu tous nos leviers réels d'action et que les actions réelles pourraient faire beaucoup plus de mal que de bien. On a très peur de ça, en particulier en matière de sécurité, d'immigration, justement parce qu'il y a ce risque de condamnation morale. Donc en fait, il y a une paralysie générale. Le pouvoir n'a jamais été aussi puissant en théorie, d'un point de vue fiscal par exemple. Il n'a jamais été aussi massif et écrasant, aussi lourd pour les Français. Et mais dans le contrôle également de la population. Dans le contrôle de la population n'a jamais été aussi soumise. Je parle de la population citoyenne, celle qui paie ses impôts, ses amendes, etc. Celle-là, elle est complètement pas du tout réfractaire, à rien du tout. Au contraire, elle en demande toujours même un peu plus, un petit peu plus, encore une dose, un machin. Donc voilà, cet immeuble du pouvoir, il est à la fois très fort et très faible. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il est très fort avec le citoyen historique, l'autochtone, et que là, on ne voit pas vraiment d'issue, parce que ce citoyen lui-même pense que ce pouvoir va le sauver de tout, alors qu'il a fait 1000 fois la démonstration de son incurie totale à tous les niveaux, énergétique, économique, immigration, sécurité. Enfin, il n'a plus aucune légitimité concrète depuis très longtemps. Comme le disait Nicolas Vidal il y a peu de temps, tout est politique, toutes les mauvaises décisions qui nous retombent dessus aujourd'hui ont été prises par ces gens, et ce système n'est pas du tout remis en cause. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle des figures, on va dire un peu héroïques de votre livre, mais qui sont finalement encore une fois un appel à nous réveiller également et pourquoi pas passer à l'acte, l'acte héroïque. Ce qui est intéressant, c'est finalement, ce sont des personnes qui étaient d'ailleurs pas forcément très à l'aise dans l'ordre établi antécédent et qui finalement se révèlent dans le chaos. Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui sont aujourd'hui pas très à l'aise dans l'ordre actuel et qui demain veulent pouvoir faire aller dans le bon sens, on va dire? Alors, il faut apprendre à s'affranchir de certains tabous et en réalité on imagine qu'il faut n'avoir rien à perdre pour pouvoir parler dans ce pays. C'est-à-dire il y a le personnage de Marcel, le poivreau à son bistrot, il n'a pas d'amis, il n'a rien, il s'en fout. Ça vous touche ça, Nicolas Vidal, tout de suite? Ah ben oui, je vois bien la scène du PMU avec Marcel assis au fond du truc. J'ai bien vu, oui, pardon Laurent. Voilà, alors Marcel, lui, il n'a pas de filtre, il s'en fout, Yann Barthès et compagnie, aucun impact sur sa vie. Oui, c'est ça. Mais socialement, il n'est rien, donc il est tout en bas de l'échelle, il peut tomber, il se fera pas plus mal. Oui, c'est exactement ça. Oui. Voilà. Mais si on monte dans l'échelle sociale, si on a une carrière, des emplois, je sais pas, toute la représentation sociale habituelle, voilà, la petite bourgeoisie, là, on se dit attention, je vais perdre, mais en vrai, c'est pas si grave. On voit le loup bien plus grand qu'il n'est, et souvent, les personnes qui vont être assez franches et qui vont dire non, mais d'accord, mais t'es gentil, que t'es pas d'amalgame, mais quand même, il y a des problèmes.
Si on perd des amis, on va pas perdre les meilleurs. Et au contraire, on peut créer comme ça. On va se rendre compte qu'autour de nous, on a beaucoup de gens qui partagent ce point de vue et qui sont comme nous, c'est-à-dire ils étaient un petit peu suiveurs, un peu prudents. Mais peut-être que, je pense moi-même que majoritairement dans ce pays, les citoyens pensent à peu près comme nous, mais simplement, ils ont peur de s'assumer, tout simplement. Vous pouvez le voir, j'imagine, à travers le succès de vos livres, Laurent Oberton, parce que à chaque fois, vous rencontrez un succès immense, peut-être de plus en plus important à chaque fois, ou pas ? Alors, de mes livres et de la réinformation générale, de ces médias alternatifs qui, c'est vrai, il y a 10 ans, ça existait un peu, mais c'était quand même pas terrible. Et aujourd'hui, ça a pris une ampleur. Il y a une demande qui est très forte parce qu'on sent très bien que le message officiel était totalement faisandé, que tout ce qu'ils disent, rien ne se passe. Il suffit de regarder dans la rue. Le décalage est vraiment trop grand, trop important pour être comblé par des mots et les techniques habituelles de chasse aux sorcières. Donc, le citoyen cherche des leviers d'identification. Il a besoin que quelqu'un lui mette noir sur blanc. C'est comme ça que ça se passe. Parce que lui, il est face à la télé, à l'écran, aux experts qui sont cités par les médias, à toutes ces cohortes d'individus ultra diplômés. Et Monsieur Moyen, il est seul, il n'est pas grand-chose. Et il se dit, ces gens doivent avoir raison quand même. C'est pas possible que tous ces gens se trompent à la fois et soient contre moi et des intérêts qui ne soient pas les miens. Eh bien, peut-être que si, et il devrait y réfléchir. Et simplement, le seul fait d'assumer avoir des idées comme ça un petit peu déviantes peut débloquer beaucoup de choses chez nos proches. Mais ce qui est intéressant, c'est que même chez les gens qui vous suivent aujourd'hui et qui ont compris le message, même là, finalement, ce qu'on comprend à travers votre livre, c'est que ce n'est pas suffisant. En fait, faut encore passer un cap. C'est-à-dire, et ce cap-là, et d'ailleurs, Laurent Oberton, vous l'avez souvent refusé, vous ne voulez pas devenir le gourou des résistants. En fait, vous souhaitez que chacun se réveille par soi-même. Oui, parce que finalement, si je devenais, je sais pas... oui, sinon on retombe dans le schéma. Exactement, on retombe dans l'attente, comme vous le dites, tout le monde a envie de retomber. Oui, mais tout le monde le cherche, cet homme providentiel. En fait, il y a ça, on dirait que chacun, on quitte un aimant, on veut en récupérer un autre. Malheureusement, oui, c'est un des défauts de la lucidité, c'est que souvent, elle se transforme en cette forme d'espoir attentiste, mais c'est pas le bon espoir, c'est pas celui qui fait agir, c'est celui qui fait attendre, celui qui fait rêver, imaginer. Et là, tant qu'on est dans cette posture et qu'on se dit, c'est un autre qui va faire, c'est les autres qui vont nous sauver, ça va enfin... C'est Laurent Oberton, président de la République. Voilà, et moi je resterai tranquillement en charentaise devant ma télé avec mon chauffage et tout va bien se passer, mais je ne serai pas impliqué dans cet effort. C'est un problème, parce que justement il faut imaginer qu'on sera tous impliqués, peut-être bien plus, peut-être beaucoup plus, notre génération va s'y sacrifier pour qu'il y ait une suivante. Donc il faut avoir cette perspective-là, il faut cesser d'attendre et d'imaginer que... et d'autant plus que si on n'est pas... si la population lucide n'est pas de qualité, n'est pas exigeante, etc., elle aura de très mauvais modèles. Alors le fameux... les individus qui vont l'incarner, qui vont catalyser sa colère et qui vont l'utiliser politiquement, pourraient être vraiment peu recommandables. C'est très probable. D'ailleurs, souvent, les leaders politiques, excusez-moi, mais ce sont souvent d'énormes psychopathes, puisqu'ils ont éliminé tous les autres psychopathes concurrents qui voulaient le pouvoir absolu. Et Macron est le premier d'entre eux, d'ailleurs, félicitations à lui, mais c'est ça la politique. Ce ne sont pas des gens bienveillants et qui veulent l'intérêt de tous. Ils veulent jouir du pouvoir suprême. C'est un système un peu fou. Donc, ce sont aux individus de lutter contre ça, de défendre leur pied à pied, leur quotidien, leur liberté. Est-ce qu'il n'y a pas une nature humaine, parce que peut-être que vous avez ce côté un peu libertarien, on va dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une nature humaine à vouloir toujours se soumettre de nouveau quand on est peut-être, ça dépend peut-être quel placement on a dans la meute, on va dire, pour regarder le langage animalier, mais toujours vouloir se soumettre de nouveau à quelqu'un d'autre qui on pense peut-être au moment venu est quelqu'un de héroïque ou pourquoi pas. Et c'est ce qu'on voit à la fin de votre livre en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est déprimant à la fin de votre livre. Alors ça, j'avoue, c'est l'aspect déprimant des choses, c'est que nous sommes des créatures domestiques, réellement, c'est pas une métaphore. L'homme est un animal qui s'est domestiqué lui-même par la société. Et il y a une course, ce que j'ai appelé le fascisme domestique, c'est-à-dire un désir de contrôle toujours plus fort, de maître toujours plus puissant. Donc on fonctionne complètement à la récompense et à la peur de la punition.
Et là, on le voit, on a des créatures, dès qu'on leur propose des nouveaux moyens de montrer leur soumission, leur amour du contrôle total, se précipitent et adorent ça, et veulent vraiment que l'État les dépossède de toute forme d'autonomie intellectuelle, de responsabilité, d'indépendance. Ça, c'est très préoccupant, c'est sûr. Et à part d'essayer de leur montrer que le bien-être, l'accomplissement peut venir plutôt de l'autonomie, de la responsabilité que de cet état de servilité et d'abandon total, de renoncement de soi, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Nicolas Vidal. La grande question, cher Laurent Oberton, c'est Guérilla 3, le dernier combat. Donc la question que j'ai envie de vous poser, finalement, est-ce que le chaos est-elle la seule solution viable pour qu'un pays, sa population et tous les millions de monsieur moyens obtiennent leur rédemption ou pas, Laurent Oberton? Peut-être que ce sera ce qui peut amorcer un réveil, parce que tant qu'il y a de la nourriture dans le congélateur, donc le congélateur fonctionne, ce qui n'est pas sûr. Il va déjà être bloqué 2 heures par jour. Voilà, ça commence doucement. Oui. Mais tant que Monsieur Moyen a tout ça, a ce confort minimal, il va continuer à espérer, il va continuer à voter massivement pour les partis qui vont lui garantir que ça va aller. Des gens bien habillés qui parlent bien et qui vont dépenser, qui vont endetter les générations futures, qui vont complètement sacrifier notre économie à maintenir une sorte de statu quo, régressif quand même, mais n'empêche une sorte de statu quo. Monsieur Moyen, en fait, aujourd'hui, il est prêt, il préfère l'archétype du boomer qui vote Macron, préfère une euthanasie bien calme et bien douce, bien organisée, c'est bien fait, il y a Bruno Le Maire qui est là, à un réveil, à être dehors dans le froid et à vivre quelques années de plus comme ça. Donc en fait, il a peur de la vie, tout simplement. Oui. Et ça, oui, il faudra vraiment plus qu'un coup de fouet, je pense, pour le ramener aux réalités. Alors on va reparler encore avec vous des réalités, Laurent Oberton, et votre livre Guérilla 3. On reste évidemment avec Nicolas Vidal, mais il est 9h et on fait un rapide point sur les informations avec Valentin Schirmer. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Évidemment, j'ai toujours Nicolas Vidal de Putsch Média à mes côtés pour interviewer Laurent Oberton. Laurent Oberton, juste un petit, avant de retourner tout de suite sur votre livre, Guérilla 3, le dernier combat aux éditions Magnus. La prochaine fois que vous souhaitez écrire un livre, vous prenez les nouvelles du jour finalement, parce que là vous n'avez même plus d'efforts à faire. C'est terrible. Parce que là, si je reprends, mesure du plan sobriété dévoile les coupures d'eau chaude dans les bâtiments administratifs, extinction des lumières. Ensuite, les stations essence Total à sec, 12% des stations essence sont sujettes à des problèmes d'approvisionnement. Le procès Xavier Jogelet, j'ai vu également que vous réagissiez. Franchement, un mot sur ce procès, l'arrêt du jugement là est fascinant, c'est-à-dire qu'il est écrit noir sur blanc que donc Nordim Adam a eu nécessairement connaissance de l'intention de Karim Chorfi d'attaquer des policiers, mais il ne savait pas qu'il était radicalisé. Donc en gros il pouvait tuer des policiers mais sans penser à mal, c'est-à-dire c'est pas terroriste. Ce jugement est complètement fou, hein. Mais alors j'ai l'habitude malheureusement, il y en a tous les jours, mais quand même parce qu'on a quand même l'histoire de ce magistrat qui a présenté sa fille à la prostitution et sa peine qui a été diminuée en appel, c'est-à-dire qu'il était condamné, il voulait la mettre sur un réseau pédophile, etc. Elle a 12 ans au moment des faits et il a été condamné à un an ferme mais avec port de bracelet électronique, et là on appelle, ils ont estimé que c'était beaucoup trop disproportionné, donc ils ont réduit ça à du sursis. Et c'est comme ça tous les jours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez offrir votre fille à la prostitution tranquillement. Voilà. Sans être beaucoup plus inquiété que ça. Donc, et évidemment, il y a un lien, il y a plus qu'un lien. Comme on l'a beaucoup déjà dit, la réalité rattrape votre livre à grands pas. Et aujourd'hui, on se demande, en fait, concrètement, on est déjà là dans le tome 3, finalement, aujourd'hui. On est déjà à la fin, on est déjà dans le chaos, quoi. On est dans le tome 2, en fait, plutôt, là. Non, mais c'est vrai que cet effondrement qu'on redoute tous, il a déjà eu lieu, si on est honnête. On le voit, il suffit d'aller dans les tribunaux, de voir cette actualité judiciaire qui est épouvantable. La guérilla a lieu tous les soirs, les policiers sont dans des guet-apens. On est à 900
coups et blessures par jour, record absolu historique, selon le ministère de l'Intérieur, ce sont ses chiffres à lui, record absolu historique des violences sexuelles aussi. Tout ça n'a jamais eu lieu et Darmanin est toujours là, il n'y a aucun problème. Dupond-Moretti, archi justiciable autant que ministre de la Justice, aucun problème, il est toujours là. Il ne se passe rien et c'est sidérant en fait. C'est un état de guerre civile larvée, même pas de guerre civile parce qu'il y a guerre civile, il faudrait qu'il y ait des camps, mais là non, il y a juste des victimes. Et des types qui font n'importe quoi et qui sont en dessous de toute sanction. En fait, on croit faire partie des éveillés, mais finalement, quand on regarde la réalité, la vraie, les yeux dans les yeux, finalement, on se rend compte qu'on est plutôt dans le camp, encore une fois, des endormis de vos livres. C'est-à-dire que nous-mêmes, on attend, vous le disiez tout à l'heure, une espèce une ultime crise, un dernier signe qui nous montrerait que oui, là, cette fois-ci, il va falloir changer de vie. Mais finalement, peut-être que nous-mêmes, on se berce d'illusions. Oui, et puis on est finalement, même si on s'intéresse à cette actualité, on sait qu'elle sera très parcellaire. J'ai parlé de 900 coups et blessures par jour, donc des agressions violentes. Et on va peut-être en entendre parler de 2 ou 3, on va lire 3 ou 4 articles de journaux, mais c'est tout. On ne saura pas les répercussions, les réalités. Il faut qu'il y ait des vidéos comme cette retraitée qui avait été agressée sauvagement à coups de poing par des jeunes. Il faut qu'il y ait des faits divers qui fassent l'actualité comme ça pour qu'on en parle un petit peu, mais ça reste une infime partie immergée de ce qui se passe tous les jours. Nicolas Vidal. Si je faisais mon journaliste progressiste de France Inter, je me dirais, ça fait 35 minutes qu'on est avec Oberton, on n'a toujours pas parlé d'islam et d'immigration, ça y est, on en parle. Je plaisante bien sûr Laurent Berton. Ouais, la question effectivement sur Guérilla 3, la question de l'immigration, des califats Saint-Denis, c'est en toile de fond, mais c'est pas très présent. J'aurais aimé là-dessus vous entendre effectivement sur cette question. Voilà. Ils sont dans leur coin là, finalement, les califats. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils deviendraient ces quartiers qui sont déjà, de toute façon, sécessionnistes dans les faits. En vrai, ne partagent absolument rien avec le reste du territoire. Les policiers peuvent y aller, mais c'est à leur risque et péril. Il y a des lois particulières dans ces quartiers. Donc, ils sont déjà dans une situation de pré-sécession. S'il y avait sécession globale, ça ne ferait qu'accélérer les choses, puisque les revenus de la drogue tombant, il y aurait recyclage violent dans d'autres activités, notamment le braquage et ce genre de choses, une délinquance plus primaire, mais ces réseaux-là sont déjà organisés, ils ont des armes, ces gens se connaissent, sont aptes à la guérilla urbaine, justement, alors que le citoyen moyen, lui, pour le coup, non, donc ils ont quelques coups d'avance, et les seules communautés constituées crédibles qu'on peut voir apparaître dans une situation d'effondrement, ce sont celles-ci, celles des cités, des gangs, alors autour peut-être de questions religieuses ou identitaires, c'est possible aussi. Mais ça, on les voyait déjà dans Guérilla 1 et 2 d'ailleurs. Oui, allez-y Nicolas. Oui, Laurent Berton là-dessus, c'est intéressant sur la situation actuelle que vit la France. Est-ce que le télescopage, effectivement, cette ultra-violence, ultra-délinquance pourrait venir frapper de plein fouet la pénurie qui touche des millions de Français et peut-être avoir ce télescopage qui a déjà lieu, on est d'accord, mais sur les territoires qui aujourd'hui sont encore préservés de cette ultra-violente délinquance de fait de la pénurie et des rationnements successifs et importants. Évidemment, vous n'avez les malheurs n'arrivent jamais seuls, et si la situation se tendait économiquement, ça aggraverait forcément les actes de délinquance, le terrorisme aussi, puisqu'on en parle très peu, mais il y a beaucoup d'attaques contre les entrepôts de nourriture, par exemple, d'incendies inexpliqués, de la fibre qui est tronçonnée un peu partout. Alors, on est très prudent avec ça, mais les renseignements vont vous dire, il y a des activistes d'ultra-gauche en particulier qui sont très très actifs là-dessus parce qu'ils sentent qu'il y a une opportunité, ils sentent l'odeur du sang et peut-être peuvent-ils accélérer le processus. Donc là, après, vous aurez aussi les terroristes classiques, c'est-à-dire pas juste ceux qui veulent tuer sur des policiers à la Kalachnikov, les terroristes islamistes, djihadistes, etc. Et ça fait une accélération en fait de tout ça. Les policiers seront complètement dépassés, ils le sont déjà plus ou moins, mais disons que là ce sera officiel. Donc un pays moderne aujourd'hui ne tient que grâce à sa police. Et si vous coupez l'électricité pendant 2 heures, vous avez des pillages monstrueux, vous avez toute forme de respect d'un début de peur de l'uniforme cesse d'exister totalement. C'est arrivé, vous avez eu au Canada,
vous avez eu des grèves de policiers, vous avez eu des blackouts comme ça, vous avez eu des scènes épouvantables. Donc les grandes pannes énergétiques, les ruptures d'électricité qui nous menacent vont forcément se traduire par des situations comme celle-ci. Alors c'est la dernière question que je voudrais vous poser puisqu'on arrive à la fin de cette interview. Que conseille Laurent Oberton? Je sais que vous ne voulez pas vous faire gourou des résistants, mais qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui, à part la lecture évidemment fondamentale de Guérilla 1, 2, 3, pour être bien prêt quand même, aux éditions Magnus, le 3 de cet ouvrage. À part cela, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont déjà éveillés, mais qui ne sont peut-être pas forcément prêts encore? Alors justement, d'arrêter de chercher des gourous et plutôt de se concentrer sur notre principal levier, c'est nous-mêmes. C'est notre perception des choses. Si on est très déprimé par ce qu'on voit, c'est pas normal. On doit être justement très combatif. On doit réagir, on doit trouver le moyen d'être une force d'entraînement, de convaincre les nôtres, de les appeler à la responsabilité. Être dans une action dans l'action, en fait, exactement, et pas dans la passivité. À se prendre en main, à se dire je vais pas laisser quelqu'un d'autre le faire. On sait très bien, ça c'est une loi vieille comme le monde, c'est-à-dire les choses qu'on doit faire, on doit les faire nous-mêmes. Si les autres le font, ça va être mal fait. Et donc il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut, le maximum. Mais moi, je pourrais faire sûrement beaucoup plus encore, et je le regrette tous les jours de pas encore faire mieux. Et il faut avoir, je pense, un état d'esprit comme celui-là, c'est d'être vraiment très conquérant, et au moins si au bout du bout arrive ce qui arrive et que ça va pas et que c'est toujours Bruno Le Maire qui dirige notre économie, on se dira au moins j'ai essayé, j'aurai cette fierté là. On vit peut-être mieux aussi d'avoir pris les choses en main, et même, pour soi. Je dirais on vit tout court, parce que là on est dans un état de mort cérébrale, on est un petit peu comme le président Biden. Non mais c'est un peu cruel, mais c'est vrai, et on attend, on est en soins palliatifs et on attend de voir comment ça va se terminer, qui va décider d'appuyer sur l'interrupteur. Et non, il faut au moins essayer. D'accord, écoutez, message reçu. Nicolas Vidal, c'est bon pour vous? 5 sur 5. Merci beaucoup. Bruno Le Maire, si tu nous écoutes, allez, allons-y. Voilà. Laurent Oberton et Guérilla 3, le dernier combat chez Magnus, qui sera peut-être aussi notre dernier combat. Merci encore Laurent Oberton. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.